Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu de ce qu'il vous faut pour si vous voulez vous lancer dans dans les atomiseurs reconstructibles. Il va vous falloir différents consommables et outils. Donc je vais essayer de faire la vidéo en plusieurs parties. Il y aura la partie consommable pour la conductivité électrique, c'est-à-dire tout ce qui est fil. Après, il y aura la partie consommable pour la mèche en fait, pour l'alimentation du liquide vers votre résistance. Et il y aura certainement, je vais essayer de faire un petit test de capillarité que je mettrai à la suite de cette partie-là. Et pour terminer, on discutera un petit peu des outils qu'il vous faut si vous voulez vous lancer dans le reconstructible. Bon, allez, on est parti. On va commencer par les différents fils résistifs ou non résistifs que vous avez besoin pour commencer. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par les différents fils résistifs, parce qu'il y en a moult modèles. Donc, il existe du fil résistif, il y a du nichrome, il y a du Cantal A1. Le Cantal A1 est en général le plus utilisé dans la vape. Sachant que dès qu'on fait sa résistance en fil résistif, ça veut dire qu'on doit vaper en puissance en fait. C'est-à-dire ou en watts ou en volts. Parce qu'il existe des fils non résistifs tels que le nickel, le titane, qui sont eux vraiment spécifiques à une vape en contrôle de température. Bon là je vais rester très très vague là-dessus parce que je préfère m'attarder un peu plus sur le Cantal qui est pour moi le plus utilisé, surtout quand on débute. Parce que débuter directement sur du fil non résistif, ça veut dire faire des résistances avec beaucoup de tours. Enfin, ça reste beaucoup plus complexe, à mon avis, hein, que de faire une résistance avec un Cantal en 0,30 à une résistance de 1 ohm, quoi. Donc voilà, pour synthétiser, le fil résistif, c'est pour vaper en puissance. Le fil non résistif, c'est pour vaper en contrôle de température. Et il existe un modèle de fil, le stainless steel, qui peut faire les deux. C'est-à-dire, si vous faites une résistance en stainless steel, vous pouvez très bien monter votre atomiseur sur un mode qui fait contrôle de température et sur un mode qui ne fait pas contrôle de température. Voilà, donc ça c'est l'avantage du stainless est là. Après, il existe plusieurs diamètres de fil et ce diamètre de fil déterminera la résistance, donc la chauffe de votre atomiseur. Donc plus le diamètre du fil résistif est élevé, plus la résistance est faible. C'est-à-dire, donc plus la chauffe sera importante. Un exemple, si je fais avec un fil de 0,20, un exemple, ça sera plus résistif qu'un fil en 0,30 ou en 0,40. Donc vous allez avoir une résistance, par exemple, de 1,8 ohm avec du 0,20. Il vous faudra faire, je sais pas, je dis une connerie parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais 5 tours sur un axe de 2. Alors qu'avec un fil en 0,30, il vous faudra faire 10 ou 11 tours. C'est-à-dire, il vous faudra mettre beaucoup plus de fil 0,30 puisqu'il est moins résistif que du fil 0,20. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai été claire, mais j'espère. Donc j'ai essayé de vous mettre là sur un petit bout de papier les différentes tailles, enfin que j'ai, hein, parce qu'après il y en a plein, les tailles de fil. Hop. Alors, si j'arrivais en même temps à faire une mise au point, ça serait bien. Hein. Non, vous trouvez pas que ça serait chouette? Petite mise au point. Allez, on va dire que c'est bon. Hop là. Donc, lui, c'est du 0,20. Donc, vous pouvez le voir, hein, il est super fin, enfin aussi fin qu'un cheveu. Hein. Là, c'est du 0,32 ou 0,30, c'est à quelque chose près, c'est à peu près la même chose. Là, celui-là, c'est du 0,40 et celui-là, c'est du 0,50. 0,50, ça commence à limite à ressembler à du fil
enfin, ouais, du fil barbelé, quoi, hein. J'exagère, mais c'est super épais, c'est super dur, hein. C'est beaucoup plus facile à travailler, ça paraît logique, hein, un fil en 0,20 qu'un fil en 0,50, hein, parce que sachant que pour faire la résistance, le fil, il faut qu'on l'entoure autour d'un axe. Donc, ouais, c'est pour moi, c'est plus compliqué de travailler avec un fil en 0,50 qui est super difficile à travailler, quoi. Il est plus dur, voilà. Mais bon, après, ça c'est une habitude plus dure au début. Après, que ce soit du 0,50, du 0,40, n'importe quoi, du twisté, parce que oui, il existe aussi des fils qui sont twistés, torsadés. Enfin, je rentre pas du tout là-dedans parce que moi, c'est vraiment le début du reconstructible que je vais expliquer et pas le détail des différents modèles de fils qui peut exister. Donc voilà pour le fil. On va passer maintenant au consommable pour la mèche, enfin pour l'alimentation en liquide. Allez, c'est parti. Ah, comme je viens de regarder le petit bout de vidéo que je viens de faire sur le fil résistif, je vois que j'ai oublié de dire plein de trucs. Donc je refais un petit bout, hein, histoire de faire un complément. Donc quand je disais que le fil 0,50 était plus dur à travailler que le 0,20, c'est vrai oui et non. Parce que le 0,50 va être dur à travailler parce il est rigide, mais il va rester en place en fait. Quand vous allez faire vos premières spires, il va bien rester en place. Alors que le 0,20, justement, comme il est vraiment fin, il va avoir tendance à faire effet ressort, quoi. C'est, il va moins bien tenir en place lors de la fabrication de la résistance. Voilà, déjà ça, je voulais mettre ce petit complément d'info, je trouvais ça important. Voilà, après, il existe aussi, ça j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment pour des atos qui sont super spécifiques, des anciens atos en plus, hein, c'est plus trop la mode des atos où on se sert de ce type de produit-là. Alors, il existe aussi du fil pré-joint ou préfet, je sais plus comment on dit, c'est-à-dire, alors, je sais pas si vous allez voir, allez, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie du fil, celle-là, qui est résistive, et toute cette partie-là qui est non résistive. On avait besoin de ce type de fil pour certains montages sur des atos bien particuliers. Mais bon, c'est toujours bon d'en avoir. Moi, j'ai encore quelques atos qui fonctionnent avec ça, entre autres le Magou, que j'aime bien. Donc de temps en temps, je ressors mon Magou, donc je ressors mon fil pré-joint. Donc ça c'est vraiment c'est spécifique, hein. Je le dis, mais je pense que les débutants actuels n'achèteront jamais ce type de matériel. Après, je peux me tromper, hein, mais bon. Voilà. Après, en général, les fils résistifs, sur n'importe quelle boutique, hein, que ce soit physique ou en ligne, vous allez les recevoir dans des petites bobines comme ça. C'est bien parce qu'il y a des petits... Allez, vas-y, fais ta mise au point. Voilà. C'est bien parce qu'il y a des petites encoches comme ça là pour coincer son fil. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce type de bobine là. Par contre, elles ont un gros désavantage, c'est qu'il n'y a rien pour coincer quoi. Donc moi, ma petite astuce, maintenant après chacun fait comme il veut, hein. Je mets un élastique, c'est-à-dire que hop, je sais pas si ça va se voir, là où j'arrête mon fil, hop, allez, enfin là quoi, hop. Là, je mets tout simplement mon élastique par-dessus. Voilà. Et ce qui fait qu'après, il bouge pas, il se déroule pas. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut servir. Le fil résistif que je préfère, personnellement, voilà, c'est le Temco ou le Vaporware. Si vous avez vu mon bel accent anglais, encore une fois. Parce que déjà, les bobines on peut faire un bon nombre de coils avec ça, hein. Je suis tranquille pendant un moment. Et je trouve qu'il n'y a pas de goût parasite. Il chauffe très bien, il se met très bien en place. Voilà. Après, oui,
Peut-être que j'essaierai de... Vous auriez pas pu me le dire, j'avais aucune mise au point là. Ah, quand même. Voilà, c'est mieux. Euh, Donc, je vous disais que c'était du 0,30 ou du 0,20. Et suivant les marques, vous allez aussi entendre parler de 28 gauge. Je sais pas si ça va se voir parce que ça va être transparent. Ouais, ça va mieux se voir là. Voilà, 28 gauge là. Ou alors du 26 gauge. Enfin, je vais essayer de vous incruster là dans la vidéo la correspondance entre les gauges et du fil classique entre guillemets. Voilà, ou sinon après il existe des petits modèles, des petites bobines comme ça. Voilà, et je pense que là j'ai fait le tour en ce qui concerne le fil résistif. Bon allez, maintenant cette fois c'est la vraie, on va passer au consommable, le coton, la fiber, on y va. Allez, donc maintenant on est parti pour le consommable en fait qui va vous servir à alimenter votre résistance en liquide. Donc c'est pareil, il en existe plusieurs. Donc il existe la fibre de silice, ou alors ça arrive aussi des fois que ça s'appelle silicate, fibre de silicate, avec plusieurs diamètres. Donc ça c'est ça. Alors, petite mise au point. Voilà. Donc si j'en sortais un bout, ça serait pas plus mal. Hein, vous en pensez quoi? On va sortir un petit bout. Voilà. Donc c'est voilà, c'est tout fin. Hein. Allez, mise au point. Voilà. Donc c'est de la fibre qui est torsadée, hein, ni plus ni moins. Il y a 3 brins dedans. Cette fibre existe en plusieurs modèles. Là, celle que je vous fais voir, c'est de la 2 mm. Là, ça existe en 1 mm, en 3, je crois. Voilà, donc ça, c'est vraiment la fibre de silice. Après, dans la même matière, il existe ça c'est plus fait pour les montages en Genesis, donc de la gaine, hop, de la gaine en fibre de silice. Là, c'est une 3 mm. Donc ça, c'est pareil, c'est la même matière, sauf que c'est en format gaine, c'est-à-dire que c'est creux à l'intérieur. Alors, si je pouvais faire une petite mise au point, ça serait bien. Voilà. À l'intérieur, c'est creux. C'est fait pour des montages en Genesis. Et à l'intérieur de cette gaine, en fait, on va y mettre ou du mesh ou comment ça s'appelle? Du câble. Mais ça, on verra ces montages-là beaucoup plus tard. Voilà. Mais bon, c'est bon à savoir que ça existe. Donc ça, c'est la gaine. Après, on commence à partir dans les cotons. Alors, les cotons, ça c'est pareil, il y en a moult modèles. Donc ça, c'est du coton cardé. C'est-à-dire, ça, je l'ai eu par mon veto. Donc c'est pour vous dire à quel point on peut en trouver un petit peu partout. Vous pouvez aussi en trouver en pharmacie. C'est en fait la fleur de coton qui a été grattée pour extraire uniquement le coton. Et donc dedans, vous pouvez voir qu'il y a des petites impuretés. Alors, je vais essayer de... Allez, zoom un peu. Voilà. Vous voyez ces petites impuretés là. Hop, j'arrive pas. Là. Il y en a plein dans le coton. Donc c'est vraiment des petits bouts, certainement de feuilles de coton. Enfin, c'est des impuretés, vu qu'il n'est pas traité ni chimiquement, enfin c'est bio, hein, ni plus ni moins. Enfin, je pense que c'est bio. Hein. Voilà, donc ça c'est un des premiers cotons qui est sorti, qui a fait le buzz à l'époque. Parce qu'il a une très bonne capillarité, sauf que son gros défaut, c'est qu'il faut, avant que la capillarité fonctionne très bien, il faut le travailler un petit peu. C'est-à-dire que quand vous allez mettre une goutte de liquide sur du coton cardé,
au lieu d'être absorbé tout de suite, ça va perler en fait sur le coton. Donc après, ça se travaille très très bien. Hein. C'est voilà, faut arracher des petits bouts et ça se travaille pas mal. Moi, je sais que j'aimais beaucoup le coton cardé. Bon, il m'en reste des stocks, donc voilà. Après, ce qui est sorti, ça a été le coton, le Kogendo. Ouais, le premier du nom, ça a été ça. Après, il y en a eu plein de modèles qui sont sortis. Là, c'est du samouraï. En gros, c'est du coton cardé. Enfin, non, c'est pas du coton cardé, c'est du coton de maquillage, on va dire. Voilà, à la base, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas vraiment prévu pour la vape, mais ça marche très bien. En forme de pad, comme ça. C'est-à-dire, vous découpez l'épaisseur et la longueur que vous avez besoin pour faire votre montage. Ça se met très bien en place et le Kogendo, en fait, a la même particularité que le coton cardé. C'est-à-dire qu'il y a des petites impuretés dedans aussi. Voilà. Vous les voyez là, les petites impuretés là. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Sauf que le coton Kogendo absorbe beaucoup plus vite que le coton cardé. Ça c'est indéniable. On a beaucoup moins besoin de le travailler pour qu'il absorbe le liquide. Ça c'est. Moi je sais que j'aimais beaucoup le Kogendo pour ça. D'ailleurs, je m'en sers encore, hein, j'en ai quelques sachets dont je me sers. Maintenant, celui que je préfère, et bien sûr, j'en ai pas ici, tant pis. En coton, celui que je préfère, c'est le coton bacon, mais la V2. Pourquoi la V2 parce que sur la V1, en fait, il y avait un goût qui restait pas longtemps. On va dire qu'au bout de quelques tafs, ce goût s'en allait. Mais il y avait un goût, on aurait dit que c'était un petit peu salé, enfin, que j'aimais pas du tout. Voilà, ça c'est, j'ai jamais accroché avec le bacon V1. Par contre, le bacon V2, il a vraiment zéro goût, il a une très bonne capillarité. Et pour moi, il se travaille super bien. C'est vraiment mon coton, celui que je préfère. Après, il y a tout ce qui est les fibres. Fibres de cellulose, c'est-à-dire la Fiber Freaks. Donc c'est pareil, il en existe beaucoup de modèles, donc je ne vais pas tout vous présenter. Je vais juste vous présenter la première du nom. Donc ça c'était de la Fiber Freaks, c'était de la densité 2, c'est un échantillon que j'avais reçu gratuitement avec une commande. Voilà, c'est pareil, c'est sous forme de pad, sauf que c'est pas du tout du coton, c'est de la fibre qui a été prévue exprès pour la vape. Voilà, je sais pas si ça se voit bien un petit peu comment c'est. Voilà, non, c'est pas que ça se voit pas mal. Donc ça se travaille très bien. Côté capillarité, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Enfin, moi j'aime beaucoup le bacon, mais c'est vrai que ça c'est la capillarité est top. Hein. Faut quand même reconnaître ce qui est. Donc ça c'est de la fibre de cellulose qui a été créée spécifiquement pour la vape. Voilà, ça c'est vraiment un produit de vape, vraiment. À contrario de ça, le cardé, c'est pas du tout un produit de vape, c'est un produit courant que voilà, les vétos s'en servent, les toubibs, on peut en trouver en pharmacie, c'est vraiment pas spécifique à la vape. On peut s'en servir, mais c'est pas fait pour. Donc Fiber Freaks a récemment, enfin oui, ça fait quelques mois, a sorti différentes fibres, des nouveaux modèles en fait, dont celle-là, qui est pour moi un bon compromis. Donc déjà, c'est déjà pré-découpé, donc pour les feignants qui n'ont pas envie de découper, c'est top, on a juste à mettre en place et on n'en parle plus. C'est le coton blend. Donc c'est ce petit échantillon là. À l'intérieur, il y a une partie de fibre de cellulose et une partie de coton. Voilà, du coton qui a été purifié et tout, enfin, qui est pas traité chimiquement au même titre que lui, quoi. Hein. C'est d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, je sais pas si ça se verra, mais dedans il y a quelques impuretés aussi. Non, je les vois pas. Il y en a beaucoup moins que dans le cardé. Hein.
Mais ouais, ça c'est un compromis qui est sympa parce que ça donne en fait la l'onctuosité, parce que quand on vape sur de coton par rapport à de la fibre de silice comme ça, hein, quand on vape sur du coton, la vape est très très ronde, très onctueuse, très épaisse, je trouve hein, maintenant. Et c'est vrai qu'avec la fiber originale, je perdais un petit peu ça. C'était pas aussi rond, c'était bon, mais c'était pas pareil. Et là, avec ce coton de blend, c'est vraiment, c'est top parce il y a la rondeur du coton tout en ayant la capillarité de la Fiber Frix. Donc ça, c'est vraiment un compromis qui est sympa. Bon, de temps en temps, c'est vrai que je me sers de ça maintenant. Moi, vraiment, mon coton de prédilection, c'est le coton, le bacon V2 que j'adore. Hein. C'est vraiment mon coton préféré. Voilà pour le coton. Après, il faut que j'aille le chercher parce que je ne l'avais pas prévu. Voilà. Après, il existe ça et ça. Donc, ça, c'est pour des atos Genesis. Donc, c'est de la maille métallique. Voilà. C'est vraiment pour des montages particuliers. Hein. On peut pas mettre ça dans tous les atos. En fait, vous découpez un bout de maille que vous roulez après très très fin, que vous mettez dans un trou où en dessous il y a du liquide, et c'est cette maille métallique là qui va faire la capillarité jusqu'à votre résistance. Voilà, ça c'est vraiment pour une vape particulière. Hein. Mais bon, c'est toujours bon d'en avoir. Et pour le câble, c'est pareil. Le câble, c'est aussi pour vaper en Genesis. Hop. Donc le câble, ça ressemble méchamment à du câble de frein de vélo. Hein. C'est vraiment, c'est la même chose. Hein. Donc c'est lui qui va faire la capillarité, qui va amener le liquide à votre résistance. Et c'est vrai qu'au début, dans une de ces vidéos, Sdong le disait, mais c'est pas possible, du câble, ça va jamais, c'est pas logiquement, enfin ça va jamais ramener du liquide jusqu'à la résistance pour que ça fonctionne. Mais si, ça marche. Que ça soit avec du câble ou avec du mesh, ça marche. Maintenant que ça soit un petit peu tout, hein, c'est-à-dire le câble, le mesh, la fibre de silice ou alors la gaine, il y en a plusieurs diamètres. Là, le câble, voilà, ça c'est du câble en 1,5 mm. Il en existe en 2 mm, enfin il y en a plein. La fibre, c'est pareil, il en existe plein de tailles différentes. La gaine, idem. Et le mesh, c'est pareil. Là, c'est je crois que c'est du 200. Ouais, il me semble. Voilà, il y a plusieurs modèles. Après, c'est à vous, vous de prendre un petit peu de tout, histoire de pouvoir essayer un petit peu tout, pour vraiment trouver votre vape dans le reconstructible. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire une petite expérience, de mettre un petit peu de liquide dans un récipient, de mettre, je sais pas moi, un bout de coton japonais, je vais mettre un bout de fibre de silice. Qu'est-ce que je vais mettre? Un bout de câble, un bout de mèche et un bout de Fiber Frix. Et on va voir ce que ça donne côté capillarité. Sachant que je n'aurai pas du tout travaillé les différents éléments. Hein. Donc je vais le mettre et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour l'expérience. Alors là, je vous ai mis sur un bout de carton, en fait, un petit bout de silice, de coton Kogendo, de Fiber Freaks, du mesh, et là, c'est du câble. Donc, ce que je vais faire, hop, voilà, j'ai préparé un petit récipient. Je vais mettre un peu de dye, que j'aime pas trop d'ailleurs. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un chronomètre qui va partir en même temps. Alors. Allez, hop.
Allez. Donc là, vous voyez que déjà la Fiberfix commence déjà à changer de couleur, hein. Là, vous voyez dans le bas. Le coton Kogendo, c'est pareil, ça change de couleur. Mais après, la fibre de silicate, ça commence à changer de couleur aussi. Le, le câble, je pense que le trou est trop, ouais, j'ai fait un trou trop large, ce qui fait que le câble touche pas bien le carton. La mèche, enfin le mèche, c'est un peu pareil en fait. Je pense que le trou, donc l'expérience concernant ces deux-là est pas super réussie. Mais là, vous voyez bien pardon, que ces deux-là, ça marche très très bien quoi. Et là, je suis à combien? Je suis à 2 minutes, hein. Sachant que j'ai rien amorcé, c'est tel que, hein. J'ai pris le produit, j'ai fait un trou, je l'ai mis dedans et, et voilà, hein. Voilà, ça, ces deux-là, ça marche super bien, hein. Et vous voyez là, le liquide commence vraiment à se voir sur le Kogendo. Sur la fiber, là c'est la Fiberfrix, ça se voit vraiment, ça monte haut, hein. Là sur le Kogendo, ça commence à venir aussi. Sur la fibre de silice, pareil. Ouais, je pense que vraiment les deux du fond. Tenez pas compte de cette expérience pour les deux du fond parce que ça marche très très bien, ces deux-là aussi. Mais là, je pense que vraiment j'ai fait un trou qui est trop gros par rapport à la taille du mesh et la taille du câble, hein. Donc là, ça y est, je suis arrivée un petit peu au bout de l'expérience. Je viens de jeter tout le liquide qu'il y avait dans le petit récipient. Là, ça se voit pas trop parce qu'en fait, alors, attendez, hop. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que la Fiberfrix a très très bien absorbé. Le Kogendo, c'est pareil. La fibre des silices, c'est pareil. Là, elle est translucide, hein. Donc c'est qu'elle a bien absorbé le liquide. Le mesh, il a bien absorbé aussi. Et le câble a pas trop bien absorbé parce que comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait le trou trop gros par rapport au câble, ce qui fait qu'il touche pas bien le carton. Mais ce qui se voit le mieux, c'est derrière. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir, si j'avais fait cette expérience avec une feuille en papier, la feuille en papier serait complètement trempée, et ce qui fait que l'expérience n'aurait pas duré longtemps. Là, je voulais vraiment faire exprès sur du carton pour voir ce que ça donne, puisque c'est quand même beaucoup plus épais, ça absorbe beaucoup moins rapidement, et là, enfin, voilà, ça se voit bien, quoi, hein. Voilà, donc ça c'était la petite expérience de capillarité. Donc mon choix perso, j'aime beaucoup la Fiberfix. Bah, après la densité, il en existe plusieurs types. Donc celle que j'aime bien c'est la densité 2, qui est en forme de pad. Le coton Kogendo j'aime bien, mais à choisir je préfère quand même du coton, c'est le coton bacon, le V2, parce que le V1 avait un petit goût qui durait pas longtemps, hein, mais que j'aimais pas trop. Et après, bon, la fibre, bon, ça marche, hein, mais c'est un peu démodé, donc du coup, je m'en sers beaucoup moins. Ça, c'est pareil, le mesh, je m'en sers rarement, à part quand je veux monter un Genesis à l'ancienne. Et vous voyez, il tombe tout seul du coup. Et le câble, c'est pareil, ça marche très bien avec un petit bout de gaine de silice et c'est top. Voilà. Donc vous avez tout vu. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différents consommables dont on a besoin pour faire notre résistance, on a aussi besoin d'outils. Sachant qu'à l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes outils, on n'avait pas besoin des mêmes outils pour faire un col par rapport à aujourd'hui. Donc moi, ça me fait un peu rigoler parce que quand on voit les super trucs qui sortent,
Mais bon, bref, à l'époque, hein, on avait besoin, c'était système D, hein, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un forêt, par exemple, du diamètre 2, d'une pince à épiler pour pouvoir serrer le coil, afin de pouvoir le chauffer avec un petit briquet tempête, ou ça c'est un petit chalumeau de cuisine, hein. Fallait qu'on serre le coil pas trop fort parce que sinon on l'écrasait, qu'on chauffe le tout pour qu'il reste en forme, pour pouvoir créer son micro-coil. Euh, on avait aussi souvent, avec tous les atos, je pense que les anciens vont rigoler en regardant ça, mais dans tous les atos qu'on pouvait acheter, on avait droit à un petit tournevis bleu comme ça. Alors ça a aidé beaucoup de personnes à faire des micro-coils parce que c'est vrai que c'était top, c'était petit. On avait juste à faire son coil dessus et c'était vraiment la bonne taille. Donc la pince à épiler c'est bon, ça c'est bon, le fourré c'est bon. Le pareil, système D, hein, qui n'est pas du tout prévu pour ça à la base, mais un coupe-ongle qu'on utilisait tout simplement pour couper le fil résistif. C'est vrai qu'à l'époque, un fil résistif, c'était pas non plus des gros fils résistifs. Ça allait du fil résistif qui partait du 0,20 jusqu'à allez, 0,30 à peu près. Un coupe-ongle comme ça pour couper le type de fil qui peut exister actuellement, que ce soit du twisté ou n'importe quoi, vous allez galérer pour couper du twisté avec un coupe-ongle. Et bien sûr, un ohm-mètre. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les outils qu'on avait besoin à l'époque. Donc après est sorti bien sûr d'autres petits outils qu'on a bien sûr tous achetés. Donc ça c'était un micro-coiler, je sais plus comment ça s'appelait, enfin bref c'était pratique. Parce que quand vous venez faire les... Alors je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Hop. Voilà. Donc on avait la possibilité d'avoir voilà, tous les diamètres. Ça partait du diamètre 1,5 à 2 jusqu'à 3,5. Donc c'est-à-dire quand on voulait faire un micro-coil en 3,5, on le faisait là, en 3, on le faisait là. Enfin, c'était le concept était super sympa, hein, parce que ça nous évitait de nous trimballer avec à peu près tous les fourrés du monde. Parce que là, j'ai pris en exemple un fourré en 2, mais si on voulait faire un micro-coil en 2,5, il fallait qu'on ait aussi le fourré en 2,5 et ainsi de suite. Le fait que ce petit outil soit sorti, ça a évité de se trimballer avec tous les fourrés. Voilà, parce qu'on avait tous les diamètres pour faire tous nos coils. Mais après, le principe était vraiment pas mal. Après est venue l'époque de la pince céramique. C'est-à-dire c'est une pince toute simple avec un embout voilà, en céramique. Ce qui fait qu'au lieu de chauffer la résistance et en la maintenant dans la pince à épiler et en chauffant avec ça, là, on avait juste à monter notre résistance sur l'atomiseur, à faire feu, que ce soit un mode méca ou un mode élec, et à maintenir la résistance en place avec cette pince céramique. Ce qui fait qu'il y avait aucune conductivité, on pouvait serrer sans créer de problème. Par contre, ne vous amusez surtout pas à faire la même opération avec une pince en métal. Parce que dès que vous allez serrer votre micro-coil et faire feu, ça va pas le faire, quoi. Enfin, c'est pas bon, faut pas le faire. Voilà, donc ça c'était la création de la pince qui a servi à beaucoup de monde, je pense. Après, il y a eu la création de ça. Ça, c'est un petit outil qui est super appréciable quand on n'y connaît rien et quand on veut faire du micro-coil. Ouais, c'est super pratique. C'est pratique dans le sens où on a juste à mettre notre fil. Il faut le rentrer dans ce petit trou là. On le fait ressortir. On le coince et on a juste à tourner la tête comme ça en fait. Mais ça, je vous le ferai voir quand je ferai la première résistance. Ça sert tout simplement à créer un micro-coil parfait en 2 secondes. Voilà.
C'est juste ça. Ça, parce il y aura exactement le même espacement entre chaque spire. Enfin, le concept est pas mal. Ouais, voilà. Donc ça, c'était aussi le ohmmètre basique, on va dire, hein, que tout le monde a eu et qui marche très bien. Hein. On avait juste à mettre notre résistance là, ça nous donnait la résistance et basta, quoi. Maintenant, on a des ohmmètres comme ça. Donc ça, c'est un ohmmètre. Voilà, ben, il peut très bien faire feu parce qu'il y a le bouton pour pouvoir chauffer, envoyer la sauce et chauffer la résistance. Il nous donne en même temps aussi l'impédance de notre résistance. Donc c'est un ohmmètre, on va dire, nouvelle génération. Mais juste pour avoir la résistance, ça sert à rien d'avoir ça. Hein. La résistance, vous l'aurez aussi bien là-dessus ou sur un Modelec. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter ça pour faire votre premier atomiseur reconstructible. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Ça, c'est plus tard. Si vous êtes un geek et que vous voulez le dernier ohmmètre sorti, voilà. Voilà, ça, c'est comme ça. Et après, voilà, pour remplacer le coupe-ongle, vu que plus ça va, plus les fils résistifs sont épais, ben, une pince coupante de précision. Hein. Voilà. Avec un embout. Allez. Voilà. Avec un embout comme ça. Non, ça marche bien aussi, ça. C'est pas mal. Mais bon, ça, c'est vraiment vous qui allez, au fur et à mesure du temps, trouver l'outillage qui vous convient le mieux par rapport aux résistances que vous faites. Et bien sûr, bon, ça, je ne l'ai pas présenté, mais ça va de soi. Un ciseau pour couper ben, tout ce qui est fibre de silice, pour couper le coton, pour voilà. Voilà l'outillage dont vous aurez besoin. Enfin, dont vous aurez besoin. Vraiment, pour faire un coil, donc je vais tout mettre là, et je vais enlever au fur et à mesure ce que vous n'avez pas besoin. Donc, ça, vous n'avez pas besoin. Ça, vous en avez besoin. Ça, suivant le fil, on va dire pour faire un coil en 0,30, 0,32. Voilà. Donc ça, en 0,30, 0,32, vous n'en avez pas besoin. Ça non plus. Ça non plus, puisque l'époque est révolue. Ça non plus. Quoi qu'en 0,32, si, ça va couper ça, c'est très bien. Ça oui. Ça non. Ça non. Ça non plus. Voilà. Donc, pour moi, pour faire votre premier coil, si vous voulez le faire en coil tranquillou avec du fil résistif 0,30, 0,32, il vous faut ça, ce petit outil là, qui est vraiment super génial, on ne se prend pas la tête. Ça pour créer votre coil. Le coupe-ongle, ça suffit largement et tout le monde en a un, donc pas besoin d'en acheter pour couper votre fil résistif. Ça, pour chauffer votre résistance en toute sécurité, voilà. Ça, pour couper votre coton ou fibre ou n'importe, voilà, ça vous en aurez besoin. Quoique avec ça, vous pouvez quand même couper, mais bon, c'est plus pratique un ciseau, sachant que des ciseaux, tout le monde en a, hein, que ce soit ciseaux de cuisine, ciseaux dans la trousse de nos enfants. Enfin, tout le monde a au moins une paire de ciseaux à la maison. Et ce petit ohmmètre, qui peut être remplacé, comme je disais tout à l'heure, par un mode électro. Voilà, donc ça, à la limite, on va dire c'est une option. Voilà, pour faire une résistance, pour moi, vous avez besoin que de ça. Tout le reste, vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc les deux seules choses que vous aurez achetées, c'est ça et ça. Ça, pas besoin d'acheter. Et ça, bien sûr, parce que ça, vous n'en avez pas. Voilà. Donc, bah après, ça reste, bah, comme pour mes autres vidéos, ça reste vraiment mon avis. Hein. On peut très bien adorer faire ses coils soi-même là-dessus. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Hein. Mais pour débuter, voilà, ça suffit largement. Ça sert à rien d'investir actuellement. Ils nous vendent des valises avec
50 000 outils pour faire les résistances. Ça sert à rien. Enfin, ça c'est ce que je pense. Voilà. Donc voilà, pour les outils, je pense qu'on a fait le tour aussi. Bon, ben je vais vous laisser sur ce petit tour des consommables et de l'outillage. Et on va faire un petit point pour récapituler un petit peu le tout. On va faire un petit point maintenant. Allez, maintenant, on se fait le petit récap de ce que vous avez besoin réellement pour faire un atomiseur, pour vous lancer dans la reconstruction d'un atomiseur. Donc, bien sûr, on est d'accord. Pour ça, il vous faut un atomiseur reconstructible. Ça, c'est bon. Il vous faut du fil résistif pour commencer en 0,30 ou 0,32. Une petite bobine comme ça suffit. Hein. Il vous faut l'outillage que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le mètre, ciseaux, coupe-ongles, le petit micro-coiler, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, on s'en fout. La pince céramique, et bien sûr, ou du coton, du Kogendo, ou alors, si vous voulez pas vous embêter dès le départ, vous prenez les petits coton de blend là, prédécoupés. Voilà, il vous faut ça. Tout ça, il vous faut. C'est tout. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez tranquillement commencer à faire vos propres résistances sans vous prendre la tête, en faisant quand même très attention à l'impédance de vos coils que vous allez créer, parce qu'il ne faut pas s'amuser quand même, ça reste quand même quelque chose de sérieux. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai pas été trop brouillon dans tout, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire voir, les pour, les contre. Voilà, c'était pas simple à faire cette vidéo. Hein. Et normalement, je vais essayer de vous faire une autre vidéo ou cet après-midi ou demain pour la création d'un premier micro-coil. Voilà, comme ça, je vous ferai voir avec ce matériel-là comment on fait pour faire une résistance. Comme ça, vous verrez un petit peu comment tout ça fonctionne. Bon, je vous dis à bientôt. Passez une très bonne après-midi et à plus. Bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas.